rien dit avant. Puis... Allons-y. Donc, la civilisation, on va avoir deux définitions au moins, encore comme la culture. Hein. Il y a plusieurs définitions de la culture. On va avoir au moins deux définitions de la civilisation. On va avoir la civilisation dans son sens absolu, hein, comme quelque chose qui qualifie, qui est un attribut de la culture, qui possède l'agriculture, l'écriture, la propriété, la religion, la ville et l'État. Okay? Cette définition-là, quand on dit ça, c'est la civilisation. Donc, les gens qui n'ont pas la civilisation, c'est ça qu'on disait, on leur apportait la civilisation. Donc, montrer qu'on on leur montrait l'écriture, la notion de propriété, la notion de religion. Évidemment, c'est donner beaucoup d'importance à des techniques comme l'agriculture et l'écriture, mais elles en ont. Les notions de propriété et religion peuvent être aussi contestables pour déterminer là où les gens arrêtent d'être civilisés, c'est quand ils ne reconnaissent pas la propriété, quand ils ne reconnaissent pas la religion. Hein? Donc, la civilisation, c'était en ce sens un attribut de la culture et on utilise des expressions comme civiliser un territoire, apporter la civilisation à des gens qui n'avaient pas la civilisation. Par exemple, les Russes sont allés en Sibérie comme ça et ils ont civilisé ce territoire-là quand ils l'ont conquis. C'est-à-dire qu'ils ont apporté des techniques comme l'écriture, puis la ville, etc. Regardez, donc, finalement, si on veut les opposer ici, donc on dirait que la civilisation, c'est la culture qui possède, en fait, ces attributs-là. Des attributs techniques, comme l'agriculture, être capable de connaître, savoir c'est quoi la graine du blé pour pouvoir la replanter la semaine prochaine, être capable d'écrire, et ça va être assez important parce que l'écriture permet l'histoire, c'est-à-dire qu'on a à partir du moment où il y a de l'écriture, on peut produire des documents et décrire, par exemple, la civilisation grecque ou la civilisation babylonienne. Quand il n'y a pas d'écriture et que les gens ont une culture orale, ben, ça ne reste pas dans la mesure où les gens meurent. L'histoire meurt avec eux. Donc, ce que vous voyez ici, donc, cette distinction-là, la civilisation, sont les gens qui ne vivent pas de cueillette, qui ne vivent pas d'oralité, qui ont un rapport, non pas de possession, mais un rapport de propriété avec les choses. Ils n'ont pas de religion, mais ils ont des légendes, ils ont un territoire qu'ils occupent de façon éparse. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de gouvernement qui dit que tu ne peux pas faire ci ou faire ça. Donc, le terme, c'est l'anarchie. Donc, les gens vivent dans l'anarchie. Vous remarquez qu'aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont valoriser la colonne pas civilisée. Donc, les anarchistes, entre autres, qui veulent vivre de la cueillette ou de la c'est assez dur de vivre de la cueillette. Hein? La cueillette, c'est comme tu passes ta journée à ramasser des bleuets, puis les bleuets que tu as mangés pendant ta journée te donnent juste assez d'énergie pour pouvoir continuer à ramasser des bleuets le lendemain. Okay? Puis, là, je caricature parce que des bleuets, c'est comme 2 semaines par année. Là. Hein? Il y a 50 autres semaines comme ça. Donc, ça, c'est la première définition qu'on n'utilise presque plus. Cette définition-là de la civilisation, la définition qu'on va privilégier, c'est plutôt les civilisations. Hein? Donc, quand on parle, je mets le schéma ici. Donc, il y a plusieurs civilisations. Il n'y a pas la civilisation et la barbarie d'un côté. Il y a plusieurs civilisations et elles ont un rapport plus ou moins étroit avec la nature. Ou plus ou moins étroit avec la culture. Et évidemment, ce n'est pas comme un concours de civilisation. Donc, on a ça.
Maintenant, c'est ça la définition qu'on va garder pour le cours, en fait. C'est la civilisation, c'est une unité culturelle, historique. Hein. Ça veut dire que ça se déploie dans l'histoire. Il faut que ça dure. Il n'y a pas de civilisation qui dure 32 ans. Là, hein. Une civilisation, c'est parce que ça a duré des centaines, hein, et souvent des 500 et des milliers d'années. Donc, on va ici, quand on va parler des différentes civilisations, des différentes œuvres littéraires, donc il faut penser large, il faut penser gros. Il n'y a pas de subtilité. Il y a des subtilités, évidemment, là, mais je veux dire, quand on parle avec des gros blocs, OK? Des gros blocs et quand même bien du monde. Hein? Donc, on va parler d'une unité culturelle historique et d'une unité culturelle générale, qui va être plus générale que les empires, par exemple. Il va, par exemple, avoir dans la civilisation indienne plusieurs empires successifs qui vont régner comme ça. Mais les empires ne coïncident pas avec la civilisation. La Chine, par exemple, c'est une autre civilisation où ça coïncide pas mal avec l'empire chinois là, qui a duré, je dirais, jusqu'en 1949 ou en 1919, mais qui va peut-être reprendre plus loin. Une chose qu'on peut comprendre, c'est que ces notions-là de civilisation ne sont pas très utiles pour parler du présent et pour parler de l'actualité. C'est trop gros. Hein? Il y a trop de choses. Donc, quand on parle, par exemple, de la civilisation indienne, de la civilisation celte, de la civilisation des différentes civilisations, comme c'est ce sens-là qu'on utilise. Hein? Ce n'est pas la civilisation, c'est, je dirais, les civilisations ou une des civilisations. Donc, quand on se met à percevoir ça comme ça, donc ça, c'est l'étude qu'on va pouvoir effectuer de la civilisation, mais je vais peut-être vous parler tout de suite des différentes civilisations, donc, qui sont assez, comment dire, parce qu'il peut y avoir des débats dans ces domaines-là. On va avoir des débats sur la deuxième page. Mais il y a comme une sorte de consensus et c'est assez admis que, par exemple, il y a une civilisation chinoise qui est distincte de la civilisation indienne. Elles existent encore aujourd'hui. Il y a eu une civilisation babylonienne. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, Babylone? Non, en tout cas, c'est une ville au Moyen-Orient. Il y a eu la civilisation égyptienne. Ça, ben, on va en parler, évidemment, dans Astérix et Cléopâtre. Donc, c'est une civilisation babylonienne, égyptienne, qui sont disparues, tout comme la civilisation perse, qui était la grande rivale de la civilisation romaine. La civilisation celte, que vous connaissez peut-être de deux façons. Qui sont les Celtes aujourd'hui? On dit la musique celtique, ça vient de quel endroit? Vous êtes des amateurs de musique celte traditionnelle. Pas comme dans le coin de l'Irlande, l'Islande. Oui, les Celtes sont, je dirais, les dernières survivances de la civilisation celte, ou des cultures celtes, sont en Irlande, en Écosse, comme ça, puis dans le Pays de Galles et un peu dans les Cornouailles, en Grande-Bretagne. Mais donc les Celtes, déjà, c'était ceux qui étaient Astérix. Les Gaulois, c'était des Celtes. Okay? Donc, toute l'Europe, en fait, l'Europe du Nord, en tout cas, qui dans le temps, avant que les Romains les conquièrent, donc, était la civilisation celte. Il y a les Grecs, évidemment, on va les étudier beaucoup plus en détail. Il y a les Romains, on va aussi les étudier pour parler d'Astérix et Cléopâtre. C'est deux civilisations qui sont disparues. Il reste aujourd'hui des civilisations grecques, des ruines, hein, le Parthénon ou le Colisée à Rome. Un jour, là, je vous le dis, là, je vais faire du bicycle à gaz alentour du Colisée à Rome. Okay? Pas de casque. Okay? Bon.
c'est comme mon fantasme historique, ça, là. Donc voilà, et ces civilisations-là donc, nous laissent des monuments et des textes qu'on a recopiés, comme l'Iliade d'Homère. Civilisation germanique, qui était la civilisation, je dirais, qui a remplacé la civilisation romaine en Europe très brièvement avant de se faire christianiser. L'image qu'on a des derniers Germains, en fait, et c'était aussi une civilisation sans écriture, c'est les Vikings. Hein? Donc, vous pouvez penser donc les dieux germaniques comme Thor, Odin. Je sais que les Vikings sont à la mode là, de ce temps-là, je pense. Je pense à la barbe, moi. Ça doit être ça. OK. La civilisation chrétienne, la civilisation arabo-musulmane et la civilisation que j'appelle, moi, moderne, par opposition à ce que beaucoup de gens appellent la civilisation occidentale. Moi, j'aime pas ça, occidental, parce que Occident, ça veut dire à l'ouest. Hein? Et on est tous à l'ouest des autres, là. Hein? Je ne sais pas si quelqu'un a passé, la Terre est ronde, là. Il n'y en a pas d'ouest. Il n'y en a pas d'est, c'est juste une direction, mais on n'y arrive jamais. Donc, il semble plus propice d'appeler ça la civilisation moderne. Et ça, c'est, comme je le disais, assez consensuel. Il existe ces civilisations-là qui sont des ensembles culturels qui ont une certaine unité. Mais en même temps, on pourrait en ajouter d'autres. Donc là, je vais vous les montrer sur un schéma tantôt. On pourrait parler d'autres civilisations qui sont beaucoup moins importantes. La civilisation japonaise, par exemple. Hein. Pour les Japonais, il ne fait aucun doute que le Japon, les Japonais, c'est une culture, c'est une civilisation. On regarde ça d'un point de vue très occidental, on regarde chinois, japonais, coréen, c'est pas mal la même affaire. Évidemment, de notre point de vue, c'est vrai que ça peut se ressembler, et de leur point de vue, c'est vrai que c'est très différent. On ferait la même affaire ici entre les Ontariens et les Québécois. Pour l'Indien de Mumbai, c'est quoi ça, cette petite niaiserie-là, parler une autre langue? Ils sont pareils. Hein? Donc, évidemment, il y a des points où c'est moins consensuel. Donc, par exemple, la civilisation juive qui aurait existé jusqu'à la destruction du temple par les Romains en 70 après Jésus-Christ. La civilisation mongole. Hein? Vous avez peut-être entendu parler des Mongols. Je ne parle pas du monde de Québec. Là. Je parle des vrais Mongols de Mongolie qui ont conquis l'ensemble de l'Eurasie au 13e siècle. En fait, ça a-tu duré assez longtemps pour qu'on considère que c'est une civilisation? Donc, il y a parfois, je dirais, sur les détails, on va parfois avoir des débats. Hein? Et ce n'est pas tout le monde. Par exemple, je pense à la civilisation slave. Vous avez déjà entendu parler des Slaves? Où se trouvent les Slaves? Genre Slovénie, Slovaquie, Roumanie, Bulgarie, dans ce coin-là. Tout à fait. Les Roumains ne sont pas slaves, mais en tout cas, c'est un autre débat, ça, là. C'est l'Europe de l'Est. Hein? Mm-hmm. Donc, c'est tous les pays, la Russie, la Bulgarie, la Serbie. Hein? Donc, ça désigne un ensemble de langues slaves. Et c'est des gens très propres. Comprenez-vous? Les Slaves. OK. Voilà. OK. C'est terrible. Hein? C'est un si gros salaire faire des jokes si poches. La question est de savoir est-ce que cette civilisation-là est autonome de la civilisation du christianisme. Du christianisme. Ils sont chrétiens, c'est des chrétiens orthodoxes. Ils font à la fois, je dirais, dans l'Europe, mais chaque mouvement, un gars comme Poutine, par exemple, lui, c'est certain qu'il pense qu'il y a une civilisation slave, puis il se fait comme le défenseur de la civilisation slave. Donc, mais on peut dire, encore là, on va prendre le point de vue du Japonais, ouais, OK, regarde, toi, tu fêtes Noël à une autre date, là, c'est ça ta différence? Donc, pour lui, il peut dire que tout ça est, je dirais,
est pareil que les chrétiens catholiques, les chrétiens orthodoxes sont les mêmes. Reste à savoir maintenant, c'est ça. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Donc, je vous montre un petit schéma ici qui permet de comprendre que les civilisations, ben, on commence à l'an moins 1000, là, puis on finit à l'an 2000. Donc, c'est 3000 ans d'histoire ici. Et il y a des cultures, il y a des civilisations qui n'ont pas beaucoup changé, c'est-à-dire des gens qui ont transmis de façon assez égale, je dirais, la civilisation chinoise. Par contre, si on va au Moyen-Orient, ben, on constate qu'à un moment donné, ben, le Moyen-Orient est devenu de culture grecque. Et ça a duré jusqu'à temps qu'il y ait un d'autre qui s'appelle Jésus, puis qui crée le christianisme. Puis là, ben, le Moyen-Orient était de culture chrétienne, jusqu'à temps qu'il un d'autre qui s'appelait Mahomet, puis qui ont islamisé le Moyen-Orient. Donc, vous voyez, les cultures naissent indépendamment, en fait, des individus. Et puis, regardez, la vie d'un individu, là, sur une échelle de 500 ans, c'est un pet. Hein? Donc, c'est vraiment la transmission de la culture comme ça. Donc, à un moment donné, les Romains ont arrêté d'être Romains, puis ils sont devenus chrétiens. Hein? Ils se sont convertis. Et les chrétiens ont ensuite converti les envahisseurs germaniques qui étaient là, les maudits vikings, avec le casse-à-rome, mais ils sont devenus des chrétiens comme ça. Mais avant ça, en fait, les Romains avaient comme fait disparaître la civilisation celte. Ça, c'est l'histoire de Jules César et d'Astérix. Donc, vous voyez que c'est des choses qui ne sont pas éternelles, des civilisations. Hein? Et ça commence à un moment donné. Hein? Je veux dire, puis tout ce qui commence finit. Ça, c'est une autre vérité. Hein? Tout ce qui commence finit. Donc, à un moment donné, la civilisation arabo-musulmane, la civilisation moderne, elle va finir. À un moment donné, l'humanité va finir aussi. Hein? Ça, l'humanité a commencé, l'humanité va finir. Je dirais qu'on n'invente rien ici. Donc, vous voyez que ça correspond comme plutôt, en fait, à des vagues. Puis, on peut l'imaginer comme ça, comme si la civilisation était quelque chose de pas important. C'est comme des modes. Hein? À un moment donné, la mode pogne, la mode fait que tout le monde a ses pantalons serrés en bas, puis bon, à un moment donné, ben, ça va changer, puis ça va être les pattes d'éléphant. Puis s'il y a une chose qui est certaine avec la mode, c'est que ça ne durera pas. Hein? Sinon, ce ne serait pas de la mode. Donc, c'est les civilisations. On va en étudier quelques-unes. Et quand on va étudier les civilisations, on va essayer de le faire comme en trois grandes étapes, en fait. On va parler de ce qui, dans les civilisations, est de l'ordre de la détermination, c'est-à-dire des causes, hein, quelque chose qui agit. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup essentiellement des données naturelles, hein, des données liées à la nature. Par exemple, on va parler, je vais le définir tantôt, là, le territoire. Hein, donc, le territoire où se passe une civilisation. C'est où est-ce que les gens développent cette culture-là. Je veux dire, des civilisations qui se développent, par exemple, les civilisations babyloniennes qui étaient dans le désert. Hein? La civilisation grecque qui était sur le bord de la mer. Hein? Ça va changer beaucoup, en fait, leur vision du monde. Donc, après ça, on va passer, après les déterminations qui sont naturelles, on va passer aux caractéristiques, ce qu'on va appeler des traits de civilisation, des traits de la culture, comme ça. Et ces traits de la culture-là, c'est important de comprendre culture comme dans son sens le plus large, donc de l'activité humaine. Hein? Et au chef de ces activités humaines-là, il y a comme la politique. Les rapports politiques, les rapports de pouvoir, en fait. Et c'est tellement important, la politique, le pouvoir, en fait. Avoir le pouvoir,
c'est quelque chose de tellement fondamental, surtout dans la création je dirais, des œuvres littéraires. Hein? Je veux dire, quand tu as le pouvoir puis tu es le pharaon d'Égypte, ben, tu te fais bâtir une pyramide. Hein? Je veux dire, ils n'ont pas bâti de pyramide pour les crotter comme vous et moi, là. Hein? C'était le tombeau des grands rois. Ben, en fait, ces pyramides-là restent aujourd'hui, nous apprennent de quoi, ça? La civilisation égyptienne. Donc, c'est sûr que ce qu'on va comprendre de la civilisation, c'est toujours je dirais, la manifestation des puissants. C'est ce que les puissants, ils pensent. Hein? C'est ceux qui ont le cash aujourd'hui, en fait. Dans ce temps-là, c'était ceux qui avaient l'armée, hein, qui allaient devenir, en fait, qui allaient pouvoir imposer leurs valeurs, en fait, pour qu'ils subsistent aujourd'hui. Donc, des choses assez simples comme très culturelles, qui ont trait à la politique, aux valeurs. Hein? On parlera des valeurs éventuellement. À de la langue. Hein? Quelle langue parle une population? En quelle langue s'expriment, par exemple, les œuvres de la civilisation indienne, par exemple? Elle s'exprimait en hindi, bon, ou en sanskrit. L'alimentation aussi, ça a l'air d'être bizarrement, comment je dirais ça, chose de purement physique, non? Qu'est-ce qu'on mange? Ses fonctions aussi, c'est un trait de civilisation. Vous savez, par exemple, qu'il y a des cultures qui mangent, on va dire une culture du blé. Nous, en Europe, en Amérique du Nord, c'est largement la culture du blé. Mais si on va en Asie, puis plus dans la région de l'Extrême-Orient, puis du Sud-Est asiatique, ben, l'alimentation, elle n'est pas à base de blé, elle est à base de riz. Hein? Parce qu'il y a pour telle ou telle raison, comme ça. Ben, tout ça, c'est culturel. Hein? Je veux dire, c'est pas naturel de faire pousser du blé. Puis je ne sais pas si le blé pousse de façon naturelle. En tout cas, il a dû à un moment donné, puis c'est ça. Le riz, c'est encore plus c'est encore moins naturel que le blé. Et la dernière chose qu'on va voir, en fait, et c'est surtout ça qu'on étudie, nous, quand on fait en arts, lettres et communication, on étudie, je dirais, l'esthétique. Là où on a pris la culture, par exemple, et on a essayé d'en faire quelque chose de beau. Je le regarde ici avec, par exemple, mon alimentation. On peut manger du riz là, avec ses doigts comme ça, ou on peut en faire de la cuisine. Hein, quand on fait de la cuisine, c'est qu'on donne une dimension esthétique. Ça va être bon dans la gueule. Hein? Le sushi, par exemple. Hein? Donc, on va développer quelque chose, puisqu'il faut manger, mais on va s'arranger pour manger et que ça soit bon. Donc, je dirais le bon goût, c'est la dimension esthétique ici de l'alimentation. Mais tout ça se rattache aussi, en fait, à d'autres choses, comme les déterminations. Donc, le territoire, le Japon, par exemple, va être une île. Hein, donc, il va y avoir comme, en tout cas, de la côte et puis des bateaux et des pêcheurs qui vont faire que l'alimentation à base de poissons va devenir plus générale et qu'on va, à partir de là, ben, faire quelque chose de bon avec ce poisson-là puis ce riz-là. Puis ça s'appelle un sushi. Hein, ça, c'est un produit esthétique, culinaire, comme ça. De la même façon, on peut dire que la littérature, c'est qu'il y a une langue, on a des mots, on comprend des sens, ben, on peut-tu faire quelque chose de beau avec la langue? Ben, ça s'appelle la littérature. De la même façon, il faut s'habiller, on va faire de la couture pour que le vêtement soit en fait beau. En fait, c'est l'idée. De la même façon, vous allez voir peut-être un peu être étonné de retrouver l'idée de religion dans cette catégorie-là, mais quand on y regarde, et c'est surtout la perspective que moi je vais prendre pour parler de la religion. La religion, dans le fond, ça prend beaucoup de ces choses-là, donc du territoire, de l'origine, c'est qui tes ancêtres, comme ça, et ça explique la politique, les valeurs. Parfois même, ça donne des prescriptions sur l'alimentation, et ça vous le fait avec quelque chose de beau, hein?
Donc, on va, au lieu de dire ben, c'est moi qui est le boss, ben, on va vous raconter l'histoire des ancêtres du roi Judas, c'est un roi, ça, en tout cas, de tel roi il va péter la gueule avec l'aide de Dieu et ça va expliquer les valeurs qu'on a. Et c'est quelque chose qui est esthétique. Et regardez combien, en fait, toute cette idée d'esthétique-là, religieuse, ça a été important pour la chrétienté, en fait, presque depuis le début, quand on commençait à pouvoir faire des peintures, ben, ils ont peinturé des Jésus et des Saintes Vierges comme ça. Et c'était beau, en fait. Regardez la musique de la musique religieuse, je pense entre autres à Noël, les beaux cantiques de Noël religieux, mais c'est de la belle musique, la musique religieuse. Hein? Et c'est quelque chose de beau qui est au service, en fait, du pouvoir politique, du pape, du roi, de plein de monde, mais en même temps, ça nous raconte tout ça, mais de façon jolie. Hein? Et puis la messe, c'est quoi? C'est pas comme un spectacle. Les gens y vont puis ils assistent au curé qui fait qui transforme l'eau en vin ou vice-versa, et avec la musique, avec je dirais les vitrails. Donc, j'ai pas, pour parler de la religion, vous comprendrez, c'est pas un discours qui est théologique, religieux, c'est un discours qui est sur le point esthétique. Comment la religion est un embellissement, en fait, de ces histoires-là de domination politique, puis de valeurs qui sont toujours des valeurs qui font l'affaire des puissants. Donc, je vais peut-être parler ici des territoires encore. Donc, on va passer à travers la plupart de ça. Donc, les déterminations, c'est qu'est-ce qui fait qu'une civilisation, par exemple, va avoir tel aspect. Bien, les premières... C'est l'idée de territoire, hein, donc qui est un espace géographique, un territoire, okay, qui est habitable, okay, et qui est identifié aussi. Il faut que ça ait un nom. C'est une maudite bonne façon de savoir si c'est un territoire qui est culturel ou un territoire qui est naturel. S'il n'y a personne qui s'est donné... Tout de suite, quand quelque chose a un nom, là, ça veut dire que l'être humain a commencé à agir dessus. Mais je suis sûr que quelque part au sud de Kuujjuaq, à 100 km à l'est, mettons, il y a sans doute un Trudeau qui n'a pas de nom là-bas. Donc, on va pas parler de territoire, souvent utilisé, et c'est là aussi c'est une confusion que les journalistes font beaucoup. On va parler d'un pays, parce qu'un territoire, c'est un pays. Donc, un pays, c'est un territoire. Donc, ça n'a pas de sens de dire que le Canada est un pays qui est très bon au hockey. Le territoire n'est pas bon au hockey. Les Canadiens, les personnes sont bonnes au hockey. Donc, je vais être têteux un peu là-dessus, mais de distinguer les choses, hein, les populations, les territoires, qui sont deux choses différentes. Les États, hein, le gouvernement du Canada, c'est pas la même affaire que le monde canadien comme vous et moi. Donc, le territoire, ça peut être défini de plusieurs façons. Donc, ça peut être défini bien souvent par... et c'est la définition peut-être la plus solide, hein, la définition que la nature elle donne. Hein. D'abord, la terre, la terre, l'eau. Hein. On parlait tantôt du Nil. Ben, je pense que c'est un peu important de comprendre que la Grande-Bretagne, c'est une île pour qu'on comprenne un peu c'est quoi les Britanniques. Ils ont une attitude qui est relative à leur territoire. Et ils développent ça depuis des milliers d'années. Donc, le territoire peut être aussi affecté ou aussi déterminé par le climat. Hein? C'est le fun, là, mais je veux dire, dans le Grand Nord canadien,
ben, il n'y a pas grand monde qui peut vivre là, parce que le climat est trop difficile. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens qui vivent là, ils réussissent à survivre parce qu'il y a du monde qui leur envoie de la nourriture par avion. L'Antarctique, c'est un autre bon exemple. Ça, c'est tout à fait à l'autre bout de la Terre. Ben, il y a des chercheurs qui font des recherches, là, mais il n'y a personne qui vit là. Le désert du Sahara, ben, il n'y a pas grand monde. Donc, le territoire va être important pour le développement de la culture. Et à partir de là, ben, la flore, la faune, donc, s'il y a trop de plantes qui poussent ou s'il n'y a pas assez de plantes qui poussent, généralement, il y a plus ou moins de petits animaux pour manger les plantes qui poussent. Donc, la nature définit le territoire, mais ce qui définit le plus aujourd'hui nos territoires tels qu'on le connaît, c'est la politique. Le Canada, les États-Unis, c'est des définitions politiques. À la frontière, là, entre les deux, il n'y a absolument rien qui change quand tu passes du Canada aux États-Unis ou vice-versa. C'est essentiellement par la politique que ça se définit. Okay? Autre particularité de la définition culturelle du territoire, par exemple, on parle d'une place comme l'Europe de l'Est, qui n'a pas eu vraiment de sens avant, je dirais, le 20e siècle, à partir du moment où c'est les communistes russes qui ont pris le contrôle de l'Europe de l'Est. Ben ici, c'était parce que l'Europe de l'Est, elle était communiste, et l'Europe de l'Ouest, elle était capitaliste. Ça, c'est une sorte de division assez artificielle, en fait, et dont les Européens essayent de se changer de ça entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. D'autant plus qu'il y a je pense que, par exemple, Rome est plus à l'Est que Berlin. Mais Berlin était dans l'Europe de l'Est et Rome dans l'Europe de l'Ouest. Des notions de langue, des notions de religion, des notions d'histoire vont aussi permettre de définir le territoire. Okay? Donc, c'est naturel et à la fois culturel, un territoire. OK? Il faut que... Ah là là. Le voilà. Je reviens. OK. La deuxième détermination, maintenant, qui va être très importante pour comprendre qu'est-ce qui cause une culture ou qu'est-ce qui est à l'origine d'une culture. Donc, c'est la dimension historique qui est, je dirais, sa détermination dans le temps, là, où le territoire était la détermination, je dirais, dans l'espace. Okay? Donc, l'histoire des civilisations, on va faire chose d'assez schématique ici, parce qu'on va parler de toutes les civilisations, puis à partir de la prochaine semaine, on parlera de la civilisation de Rome. Donc, c'est le récit organisé, je dirais, du passé d'une civilisation. Donc, on se raconte une histoire, et cette histoire-là, c'est l'histoire de notre civilisation. Et comme toutes, donc on a au départ, je dirais, une origine de la civilisation. On fait partie de l'origine-là. Et généralement, l'origine, la vraie origine n'est pas celle qui est racontée. L'évolution, le passé, la civilisation va évoluer, donc de façon chronologique. Et globalement, qu'est-ce que ça fait? Une civilisation, ça part de pas grand-chose. Ça augmente. Puis là, quand ça a fini d'augmenter, ça a ses beaux jours. Puis après ça, ben, ça disparaît. Donc, il n'y a pas de vie humaine qui est éternelle. Il n'y a pas de civilisation non plus qui est éternelle. Donc, la chronologie, autre chose, je veux juste vous mentionner aussi, c'est assez drôle, ça, c'est la chronologie grecque.
faisaient partir leur année 0 aux premiers Jeux olympiques. Donc, c'était comme le début de la civilisation grecque. Nous autres, on utilise le calendrier chrétien qui a été développé dans la civilisation chrétienne. Et l'année 0, ben, c'est la naissance ou quelque chose, ou pas loin de la naissance de Jésus. Là. Évidemment, vous comprenez que ça, c'est pas super précis. Les musulmans, donc, font partir leur chronologie, eux autres, d'un événement qu'il y a eu dans la vie du prophète qui s'est sauvé. D'une ville à une autre, et c'est le début, c'est leur année 0. Donc, l'idée d'une année 0, ben, en fait, c'est le début, c'est l'idée d'une nouvelle civilisation. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de René Claude, hein? C'est l'an 0, c'est le début d'un temps nouveau, comme ça. Nous autres, étant donné qu'on est moderne, on reprend, en fait, je dirais, la chronologie chrétienne. On met notre 0 à la même place que les chrétiens, mais je dirais que la façon dont on divise l'histoire, ça correspond aux grandes mutations de civilisation. Hein. L'Antiquité, ça dure jusqu'à la chute de l'Empire romain, jusqu'à la fin de la civilisation romaine. Après ça, ben, on dit que c'est le Moyen Âge. À partir du début de la civilisation, en tout cas de la modernité, au moment de la Renaissance, donc en 1453, on fait partir une nouvelle époque qu'on appelle la Renaissance, les temps modernes, en tout cas, indépendamment comme ça. Donc, on ne fait pas différent, hein, c'est juste ça que je veux dire des autres civilisations. Donc, je parlais de l'évolution des civilisations. On passe d'un essor à une période qu'on va appeler l'âge d'or. Généralement, dans l'âge d'or, c'est là où on produit des œuvres culturelles, là, esthétiques, parce qu'on a du cash, simplement. Ça prend de l'argent, ça prend du pouvoir, ça prend donc je dirais, la concentration, par exemple, dans la ville de Rome ou dans l'Athènes du 5e siècle. Donc, on concentre les cerveaux, on concentre les talents, puis les autres produisent quelque chose qui va durer en fait, qu'ils espèrent durer pour l'éternité. Il y a l'idée de choc de civilisation qui a été amenée par Samuel Huntington et puis qui a, en fait, je ne suis pas sûr qu'on ait trop compris ce qu'il voulait dire, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commenté son livre sans l'avoir lu. Donc, l'idée d'un choc des civilisations, c'est l'idée que les civilisations se remplacent les unes les autres. Hein. Comment dire? On ne peut pas utiliser le terme de civilisation pour commencer à parler de l'actualité. Ce que Huntington disait, c'était à propos du 11 septembre et puis que c'était le choc des civilisations entre la civilisation arabo-musulmane puis la civilisation occidentale, ou en tout cas moderne. Et puis là, il y avait comme vraiment un choc. Premièrement, à l'échelle de l'histoire de civilisation, si notre unité, c'est des 500 ans, là, je dirais que malheureusement, les 3000 morts du World Trade Center, c'est comme des peanuts. Ça n'a pas de commune mesure, je dirais, avec ce qui se passe dans l'histoire depuis le début. Okay? Donc, on ne peut pas dire que ça, c'est le symptôme d'un choc. Et deuxièmement, les vrais chocs de civilisation sont beaucoup moins, je dirais, violent que ça. C'est des choses qui se passent, je dirais, sur des générations. Hein. Je veux dire, ça se passe bien souvent par, je dirais, comme je pense entre autres comment pas les Romains ou les Germains se sont christianisés, c'était qu'ils ont adopté une femme, ils ont épousé une femme qui était souvent, je veux dire, un tribut de guerre, c'est-à-dire qu'elle allait voir la femme, le gars riche de la place, il avait tué tous ses soldats. OK, donne-moi ta plus belle fille, puis là, ben, il partait avec la fille.
c'était comme ça que ça se faisait. Et tranquillement, ben, eux autres vont avoir des enfants. Et peut-être qu'un de ces enfants-là, dans 3 générations, va adopter la religion de l'ancêtre, de ses ancêtres. Donc, vous voyez comme ça se passe très tranquillement. Le déclin aussi, c'est quelque chose qui est long et qui est agonique. On a beaucoup, je dirais, insisté sur des images de déclin des civilisations, entre autres avec Cléopâtre, parce que c'est vrai que c'est la fin de la civilisation en tout cas, égyptienne ou grecque en Égypte. Et c'est ça. Le déclin va souvent être accompagné. C'est l'image qu'on a des fins de civilisation. C'est toujours une sorte de beuverie, l'orgie romaine, là, ce symbole-là, c'est-à-dire où il y a une hypersexualisation, puis un laisser-aller qui signe que tout est à veille de finir, comme ça. Et il y a plein d'auteurs modernes, en fait, qui utilisent ces symboles-là de fin de civilisation pour parler de nous autres. Donc, l'essor des civilisations, ouais. On y reviendra, hein, parce que, je veux dire, comment ça prend de la place, une civilisation? On allait dire c'est par les guns, mais il n'y avait pas de guns à cette époque-là. C'est à travers des processus guerriers, comme ça. Donc, ils étendent leur territoire. Et les grands héros concerne justement cette extension maximale-là du territoire. Pour les Romains, c'est Jules César. Pour les Grecs, c'est Alexandre le Grand. C'est des noms que vous avez déjà entendus? Oui. Donc, les héros des grands rois, Charlemagne, hein, qui a étendu le plus le christianisme, en fait, le catholicisme dans le monde germanique, comme ça. Donc, tu sais, les grands héros de l'histoire, ben, c'est les grands héros historiques, c'est-à-dire ceux qui ont existé, correspondent justement à l'essor maximal des civilisations. Donc, je ferme. On était, voilà. Donc, on voit peut-être la dernière dénomination. En fait, je vais juste en parler comme ça, je n'irai pas approfondir ça. Donc, la technique qui, je dirais, dans les premières années de l'humanité, en fait, jusqu'à il y a 200 ans, était pas mal toujours des techniques agricoles, comment faire pousser les choses, et ça ne s'améliorait pas. Les grandes inventions techniques, ça a été les métaux. Dans un premier temps, on a inventé le bronze, hein, donc on a parlé de l'âge du bronze, c'est des termes, j'imagine, que vous avez déjà entendus, et qui a été suivi par l'art du fer, et c'était très notable, je dirais, dans l'utilisation des armes qui étaient faites, une épée, une lance, en tout cas un bâton en bronze étant beaucoup moins solide qu'un bâton en acier ou en fer. Mais je dirais que la technique la plus déterminante pour l'évolution d'une civilisation, ça sera évidemment l'écriture, donc la façon qu'on a de noter le langage oral. Et à partir du moment où on a l'écriture, ben, on a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. Hein? Par exemple, on ne peut pas penser qu'il ait pu exister des empires qui n'ait pas eu l'écriture. Un empire, là, c'est quand c'est gros. Là. Il faut savoir écrire pour gérer ça. Il faut posséder cette technique-là. Tu ne peux pas juste te fier à la parole d'un puis de l'autre puis son frère pour, est-ce qu'il a payé ses impôts? Lui, il me semble que... Donc, il faut avoir, je dirais cet outil technique-là qui est l'écriture pour avoir des empires, et c'est à partir, en fait, des empires grecs, des empires romains que l'écriture s'est diffusée. En tout cas, elle s'est diffusée en Europe, puis ensuite en
en Amérique. C'est une invention qui est assez déterminante et j'aurais aimé ça qu'on puisse étudier, mais on va le garder pour la semaine prochaine. Les différents types d'écriture qui existent, hein, par exemple les idéogrammes chinois par rapport aux écritures alphabétiques que nous on a. Bon. Technique, l'écriture essentielle qui ensuite, en fait, permet aussi de déterminer la politique. Donc, à partir du moment où une civilisation, un État ou un pouvoir dans un État, on parle d'Empire romain, donc, maîtrisent l'écriture, donc ils peuvent se constituer en empire et à partir de là, commencer à accumuler des richesses qui, d'une manière ou d'une autre, ils spolient, donc qui volent aux territoires qui sont conquis. Hein? C'est le principe d'un empire. C'est la première formation, je dirais vraiment politique, qu'on va étudier ensemble, c'est-à-dire comment fonctionnait, par exemple, l'Empire romain. Et quelles sont les analogies, par exemple, aujourd'hui avec l'Empire américain qui en fait, fonctionne exactement comme un empire. Plus tard dans la session, on va parler non plus d'empire, mais d'États-nations. Donc, par exemple, la France, l'Angleterre, l'Espagne sont des États-nations. Donc, et avec le dernier roman qu'on va étudier, et un peu avant aussi avec la déclaration d'indépendance des colonies américaines. Donc, et on va étudier avec le Père Goriot, donc la naissance de cet État français-là, qui pour aujourd'hui nous semble si naturel, là, comme il y a une France, il y a une Angleterre, il y a une Italie, alors que ce n'ont pas été des processus évidents, et en tout cas certainement pas naturels, hautement culturels. Je vais parler aussi maintenant des derniers traits de culture, comme la valeur ici, qui est employée dans son sens peut-être le plus large. Vous pensez à des valeurs, par exemple, comme moi j'ai des valeurs, c'est-à-dire je respecte la famille, ou moi je volerai pas mon voisin. Donc on peut penser que ces valeurs-là sont en soi très différentes de l'argent que vous avez dans les poches. En fait, vous n'avez même plus d'argent dans les poches. Vous faites confiance à la banque pour vous donner des 1 et des 0 hein, dans le cyber-tuyau. Donc, tout ça, c'est des valeurs. Elles ont en commun. L'idée d'une valeur, c'est quelque chose pour lequel on est prêt à sacrifier quelque chose. Hein. Ça peut être sacrifier sa vie si on juge que c'est une valeur absolue. Par exemple, moi, la valeur, c'est la loyauté à mon gouvernement. Ça fait que mec, les talibans me pognent et qu'ils me fassent cuire, ben, je ne parlerai pas. Donc, je sacrifie ma vie à la valeur du patriotisme, mettons. Hein? Bon. Ça peut être la job que vous faites, mettons, au salaire semi-minimum. Là, donc, vous sacrifiez 2 heures de votre vie ou je sais pas, 8 heures de votre vie pour équivalent de la valeur monétaire. Mais c'est parce que vous êtes prêt à le sacrifier que ça a cette valeur-là, ou qu'il y a quelqu'un d'autre qui est prêt à le sacrifier. Hein? Donc, les valeurs sont toujours associées au sacrifice. Et le sacrifice permet de rendre les choses, en fait, sacrées. Hein, quand on sacrifie comme mettons, les Romains ou les Grecs faisaient, ils vont sacrifier un animal ici pour la grâce de la déesse Artémis, mettons. Hein. On va égorger un petit cochon, donc on égorge un petit cochon, on sacrifie le cochon et on crée, en fait, la valeur de la déesse à travers les sacrifices qu'on fait. Bon. Sacrifice, valeur, langue et alimentation. Je pense que je n'ai pas besoin d'y aller, mais on va aller quand même dans la littérature parce que c'est quand même le nom du cours, le titre du cours. Je dois changer ça pour le texte fondateur, donc l'expression des valeurs de civilisation. Donc, c'est
C'est quoi le texte fondateur? Donc, ce qu'on va étudier, ce sont ces textes-là qui sont à l'origine des civilisations, en tout cas qui racontent quelque chose à propos d'un passé légendaire, à propos d'une origine, en fait, et qui vont être d'une certaine façon sacralisé, hein, comme qu'est-ce que c'est la Bible si ça ne raconte pas la naissance de l'humanité. Dans le cas d'Homère, Iliade, mais en fait, ça nous raconte la guerre de Troie. Et donc, il y a plusieurs mutations de ces textes fondateurs. Je dirais que ça ne commence pas par le texte fondateur, parce que la plupart du temps, le texte il arrive après parce qu'il s'agit de quelque chose d'oral, de légendaire. Et dans le cas, par exemple, d'Homère, qu'on va étudier pendant à peu près 800 ans, donc on a répété la même histoire. On l'a appris par cœur comme ça. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a écrit. C'est sensiblement la même chose avec le Coran, c'est la même chose avec la Bible, ça va être la même chose avec l'Énéide. Donc, on a le texte fondateur qui est cette esthétique et ce texte esthétique qui est fait pour être beau et bon et c'est censé être intéressant. Hein? Donc, ça forme de la littérature, hein? C'est la différence entre la littérature et la langue. Hein? La langue, on peut parler la langue sans essayer de dire quelque chose de beau et de fin et d'intéressant, mais quand on a cette intention-là, donc de faire quelque chose de beau, ça devient de la littérature. C'est bon? Littérature, l'étude du texte fondateur. Je vais peut-être passer sur l'ensemble des textes fondateurs donc, qui se relient à dépasser. Pour la civilisation indienne, par exemple, ça s'appelle les Védas, qui sont les textes fondateurs. Et puis là, je vais passer trop vite des héros de civilisation. Ouais. OK. Laissez-moi OK. Ouais, on va voir ça à un autre moment. Je dirais que